Quatrième chapitre de ce cours sur les systèmes électriques. Ce quatrième chapitre est consacré au circuit électrique. Il s'agit pour nous d'essayer de mettre en équation ces circuits pour essayer de modéliser leur fonctionnement. Les exemples qui sont pris dans ce chapitre sont pris en régime continu pour simplifier les notations, mais toutes les lois énoncées ici seront valables aussi en régime variable. Donc l'objectif de ce chapitre est de montrer comment mettre en équation les circuits électriques en utilisant des techniques de calcul de base. Premier circuit électrique, disons de base, l'association de résistance. Dans beaucoup de cas, dans les circuits électriques, on va trouver des dipôles, principalement des résistances, associées soit en série, soit en parallèle. On parlera alors d'association de résistance. Alors, on va prendre le premier cas. Dans le cas, par exemple, d'un dipôle associé en série, comme représenté là sur la figure, eh bien, le courant qui la traverse est le même. C'est ce qui caractérise même une association de dipôle ou de résistance en série. Donc, si je l'alimente par une tension V, un courant va s'établir dans le circuit, et à ce moment-là, ce courant est bien commun aux deux résistances. Donc, comme un courant s'établit dans ce circuit, aux bandes des résistances apparaissent donc deux tensions V1 et V2, et la loi d'Ohm nous permet d'exprimer V1 en fonction de la résistance et du courant I, et V2 en fonction de la résistance R2 et du courant I. Par conservation d'énergie, la somme de ces deux tensions est égale à V, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas d'autres éléments mis en jeu dans ce circuit. Et donc, ça nous permet d'écrire que la tension V est égale, permet d'écrire la tension en fonction des éléments du montage, et donc permet d'écrire que la tension V est égale à R1 fois I plus R2 fois I, expression assez simple dans laquelle on peut mettre en facteur I, et on voit apparaître ici une quantité R1 plus R2, qui est en fait la somme de deux résistances, qui est une résistance équivalente, qui s'exprimera donc en ohm comme n'importe quelle résistance, qui est donc une résistance équivalente. Et donc en fait, ce montage est équivalent à une résistance dont la valeur est égale à la somme des deux résistances. Association en série. Autre type d'association assez classique que l'on va souvent retrouver, une association dite en parallèle. Donc là, on a deux résistances, on s'aperçoit que le montage n'est plus du tout le même. Hein, on remarque au niveau que, en fait, elles ont chacune de leurs bornes en commun, alors que là, elles n'en avaient qu'une borne en commun. Et à ce moment-là, si j'alimente ce montage avec sous une tension V, un courant va s'établir, bien évidemment, toujours dans le circuit, mais par contre, ce courant va se séparer dans les deux branches du circuit en s'équilibrant en fonction de la valeur des résistances. Donc toujours par conservation de l'énergie, eh bien la somme de ces deux courants est égale à I, puisque je n'ai pas d'autres éléments dans le montage. Et donc la loi d'Ohm nous permet d'exprimer chacun des courants dans une branche en fonction de la tension V et des résistances, sachant que bien évidemment, comme ici j'ai deux points qui sont en commun, les tensions V3 et V4 sont bien évidemment égales à la tension V. Donc si je reprends la première expression et que je remplace par les éléments du montage, je vois apparaître cette expression ici, et je vois que si je mets V en facteur, apparaît une quantité ici un peu plus étrange que la précédente, car là ce n'est pas la somme des résistances bien évidemment, mais la somme des admittances. On appelle couramment une admittance l'inverse de la résistance. Et on voit que la somme des inverses de la résistance est équivalent à l'inverse d'une résistance équivalente, que l'on peut facilement calculer en faisant passer cet élément de l'autre côté de l'égalité pour écrire classiquement la loi d'Ohm. Hein, et donc on obtient cette expression-là, R3, R4 sur R3 plus R4, qui est homogène à une résistance, et qui est donc une résistance équivalente, que l'on note souvent par le double trait ici pour simplifier les écritures dans les équations. On a donc ici une association de résistance en parallèle, où à ce moment-là, l'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des admittances, où la résistance équivalente est égale à R3, R4 sur R3 plus R4. Deux lois à
absolument fondamental à la base des techniques de calcul permettant de modéliser le fonctionnement des circuits électriques, la loi des nœuds et la loi des mailles. On les appelle aussi les lois de Kirchhoff. Alors, reprenons notre montage précédent avec nos deux dipôles en série et fermons la boucle de ce montage avec par exemple une pile. Là, on voit que la tension fournie par la pile se répartit entre les éléments du montage, bien évidemment, et là, on a créé ce qu'on appelle une maille. Et la loi des mailles énonce en fait le fait de la conservation d'énergie, c'est-à-dire que la somme des tensions à l'intérieur de la maille est nulle. Alors, comme on a une somme de tensions nulle, on va choisir un sens positif de parcours, complètement arbitraire, l'un ou l'autre, et toutes les flèches qui seront dans le sens de parcours sont considérées comme positives, et les flèches qui sont dans le sens inverse sont considérées comme négatives. Et la somme de tout ça nous donne quelque chose qui est égal à 0. La loi donc des mailles. A l'inverse, si je reprends le montage où les deux éléments étaient donc en parallèle, que je les alimente effectivement ici pour avoir une tension et un courant qui s'établit dans le circuit, nous avons dit qu'en fait, à cet endroit-là, le courant qui arrivait fourni par le générateur, se répartissait dans les deux branches en s'équilibrant en fonction de la valeur des résistances. On a donc là l'apparition de ce qu'on appelle un nœud, et la somme des courants qui arrivent à ce nœud est nulle aussi, pour la même raison, pour la raison de la conservation de l'énergie. Nous allons maintenant appliquer ces deux lois à trois exemples qui constituent quand même des montages fondamentaux des circuits, le diviseur de tension, le diviseur de courant et le montage en pont. Le montage diviseur de tension est un montage relativement classique qu'on va retrouver dans plein de configurations de circuits électriques et dans d'autres, même des circuits électroniques. C'est un montage relativement simple qui est constitué de deux résistances en série, R1 et R2, et donc ce qui m'intéresse, c'est de voir la valeur de la tension aux bornes de R2 en fonction de la tension que je place entre ces deux points-là, qui est l'alimentation du montage. Ici, j'y ai placé comme exemple une pile, je pourrais y placer plein d'autres exemples, plein d'autres générateurs. Donc, à partir du moment où j'y connecte une pile, ça veut dire que j'ai une tension E0 entre ces deux points ici, et qu'un courant va s'établir dans le montage, et que ce courant va provoquer aux bornes de R1 une tension V1 et aux bornes de R2 une tension V2. Ce qui m'intéresse, je vous le rappelle, c'est la valeur de V2 en fonction de la valeur de E0. Ici, je reconnais au sens où nous l'avons défini tout à l'heure, une maille. Donc, j'établis un sens de parcours dans la maille, qui va me permettre de flécher les tensions positives. Les tensions qui seront dans le sens de mon sens de parcours seront fléchées positivement et les tensions inverses seront considérées comme négatives. Et ceci me permet donc d'écrire la loi des mailles, c'est-à-dire que la somme des tensions dans une maille est nulle, et donc avec les signes, affecter des signes définis par mon sens de parcours. Je vous rappelle que ce sens de parcours est purement arbitraire puisque la somme est nulle. Donc j'écris ici que V2 plus V1 moins E0, c'est égal à 0, selon la loi des mailles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la tension V2. Donc la tension V2 qui nous intéresse, je la sors de cette équation-là. Et la loi d'Ohm me permet d'écrire les tensions V1 et V2 aux bandes des résistances R1 et R2. Et ce qui va me permettre d'exprimer I en fonction de V2 et de le reporter dans cette première expression, ce qui me fait donc que V1 est égal à R1 sur R2 fois V2. Si je ramène cette expression-là dans la première expression, ça vient que V2 est égal à E0 moins R1 sur R2 fois V2. Et donc, comme j'ai ici deux éléments V2, je vais pouvoir les factoriser. Et donc écrire in fine que V2 est égal à E0 sur R2 sur R1 plus R2. On a donc bien la tension V2 qui est une division avec un coefficient de division ici de la tension E0. Ce résultat est absolument fondamental et nécessite d'être connu, appris et maîtrisé pour la suite des études des circuits électriques.
Le montage diviseur de courant est un montage assez classique lui aussi, qui est constitué de deux résistances placées en parallèle. Nous allons alimenter ce montage par exemple par un générateur de courant et voir qu'un des courants divise ce courant d'alimentation avec un coefficient de division que nous allons calculer. Donc, ici, l'application typique est l'application de la loi des nœuds, puisque ici, nous avons un nœud, et donc le courant I va se répartir dans les deux branches en s'équilibrant en fonction de la valeur de la résistance R3 et R4 dans ces branches. Ce nœud ici nous permet, avec la loi des nœuds, d'écrire l'équation suivante. On a fléché positivement les courants rentrants et négativement les courants qui sortent du nœud. Ce qui nous permet d'exprimer I4. Et à partir de là, en utilisant la loi d'Ohm, d'exprimer le courant dans la branche I3 en fonction de I4, puisque ici I3 est égal à V sur R3, que V est aussi aux bornes de R4, puisque les deux résistances ont les mêmes bornes, donc on peut écrire que I3 égale R4 sur R3 fois I4. Nous remplaçons ça dans l'équation suivante et nous factorisons I4, ce qui nous permet d'écrire donc l'équation suivante. I est égal à 1 sur 1 plus R4 sur R3, et donc en ramenant au même dénominateur, que I est égal à R3 sur R4 plus R3. C'est un résultat qui est tout aussi important que le résultat précédent et que nous avons calculé comme application de la loi des nœuds. Le montage en pont est un montage assez classique aussi qu'on va retrouver dans beaucoup de cas, en particulier dans le domaine de la mesure. Il est constitué de deux branches, en fait deux diviseurs de tension qu'on associe en parallèle. Donc si j'alimente par exemple ce montage avec une tension E0 par exemple, on va avoir une tension variable aussi, va s'établir un courant dans les deux branches, et puis des tensions vont apparaître aux bornes des résistances. Ici, vous remarquerez que toutes les résistances sont égales, excepté celle-ci qui est un peu particulière, qui est égale à une résistance auquel je rajoute un delta R, c'est-à-dire que cette résistance est susceptible de varier. Alors, elle est susceptible de varier en fonction de quoi? Elle est susceptible de varier en fonction de, par exemple, la température, elle est susceptible de varier en fonction de la pression, elle est susceptible de varier en fonction éventuellement d'une grandeur physique. En fait, il s'agit d'un capteur dont la caractéristique est ce capteur transforme la grandeur physique, par exemple une pression, une température, en une variation de résistance. Donc ce montage ici en pont, je vais essayer de le mettre en équation, et donc je vois apparaître en fait ici une maille dont je fixe un sens de parcours complètement arbitraire dont on a déjà parlé, et la loi des mailles me permet d'écrire que moins V, la tension V, est égale à moins V2 plus V1. Je vous rappelle que les signes dépendent du sens de parcours arbitraire que je fixe. De cette équation-là, je vais tirer que la tension V est égale à moins V2 plus V1, bien évidemment. Et là, j'applique nos deux formules du diviseur de tension. Donc, dans la formule du diviseur de tension, quand les deux résistances sont égales, si vous remplacez les valeurs dans R qu'on a trouvées dans le diviseur de tension par deux valeurs R égales, vous apercevez qu'en fait, la valeur particulière est égale à 1,5. Donc, la tension en fait V1 est égale à 1,5 de la tension E0. D'où l'intérêt de connaître ces formules sur le diviseur de tension et le diviseur de courant. On s'aperçoit qu'en fait ici, rapidement, je vais permettre de calculer la tension V en fonction des éléments du montage. Alors, ce qu'on a fait pour V1 est un peu plus compliqué pour la tension V2, parce que là on a toujours un diviseur de tension, sauf que là les deux résistances ne sont pas égales. Il y en a une résistance qui est égale à R et l'autre est égale à R plus delta R. Donc je remplace ça dans la formule du diviseur de tension. V2 est égal à R sur R plus delta R, c'est relativement simple. À partir de là, je peux faire des mises en facteur. Par exemple, je peux mettre E0 sur 2 en facteur. Je vais obtenir cette formule-là. Puis je vais réduire là au même dénominateur les parenthèses, qui va me donner cette expression-là.
Cette expression-là, je vais un peu la retravailler puisque je vais imaginer par exemple que la variation delta R est relativement négligeable devant 2R, c'est-à-dire qu'en fait R est très très grand devant la variation delta R. Donc en fait cette somme-là va relativement pas varier. Donc je peux négliger ce delta R là devant cette valeur 2R. Ce qui fait que je peux approximer cette relation à la relation suivante, où en fait V est égal à delta R sur R, et donc j'ai ce 2 là qui me donne E0 sur 4. Ceci est un résultat intéressant puisqu'en fait ça montre que la tension entre ces deux points-là est directement pratiquement proportionnelle à la variation de résistance. Donc si cette variation de résistance mesure une grandeur physique, eh bien cette tension-là sera directement proportionnelle à cette grandeur physique, et donc c'est un résultat quand même relativement intéressant qu'il faut retenir et que vous verrez sans doute dans la suite de vos études. Le théorème de Millman fait partie des quelques théorèmes qui permettent de mettre en équation et de le faire simplement un circuit électrique. Alors le théorème de Millman s'applique à une forme de schéma assez particulier puisqu'il concerne en fait une structure composée d'un certain nombre de branches, ici j'en ai représenté K, composée de composants linéaires, ici j'ai fait représenter des résistances. À chaque extrémité, à chaque pôle extrême de ce composant, eh bien j'identifie des potentiels. Alors j'insiste bien, il s'agit bien de potentiels et non pas de différence de potentiel, il s'agit de potentiel, donc V1, V2, V3 jusqu'à VK. Et ce qui m'intéresse, c'est que tous ces dipôles, toutes ces branches convergent en un seul nœud ici, et dont je cherche à estimer le potentiel VA. Alors que me dit le théorème de Millman dans cette configuration? Eh bien que le potentiel au point A est égal à la somme de potentiel divisé par les résistances K de chaque branche, divisé par la somme de l'inverse des résistances. Alors, on va mettre tout de suite un exemple pour illustrer l'application du théorème de Millman. Prenons par exemple ce schéma-ci. Alors, on remarque en fait ce schéma est relativement identique. On y a des branches. Ici, on a 4 branches. Et j'insiste bien sur le fait qu'on a 4 branches. On a 3 branches avec des potentiels référencés par rapport à ce conducteur-là qu'on va considérer comme la référence de potentiel. Donc ici, on a aussi un potentiel, mais il est nul. Donc du coup, le potentiel en ce point où convergent toutes les branches est le potentiel V4. J'insiste bien sur ce point. Hein. Ici, les potentiels, les différences de potentiel sont tous mesurés par rapport à un même point, qui est la référence de potentiel. Donc cette référence de potentiel, on va la considérer comme nulle. Donc ça veut dire que le potentiel de ce point-là est le potentiel V4, bien évidemment. Alors comment je vais écrire directement la tension V4 en appliquant le théorème de Millman? Eh bien je fais la somme de tous les potentiels, c'est-à-dire le potentiel V1 divisé par R, le potentiel V2 divisé par R, le potentiel V3 divisé par R, et il faudrait que je rajoute le potentiel de cette résistance, enfin de cette branche-là, mais elle est nulle, donc je rajouterai 0. Et je divise par la somme des inverses des résistances, donc 1 sur R, 1 sur R, 1 sur R, 1 sur R, puisque j'ai 4 résistances. 4 branches avec une résistance R. Donc si je simplifie ici, ça me donne ici une équation où le potentiel V4 est les 3/4 de la somme des potentiels. J'ai réalisé en définitive avec ce petit circuit électrique un sommateur. Donc le théorème de Millman peut permettre de mettre en équation relativement simplement un schéma qui n'est pas simple, hein, puisqu'il possède une, deux, trois mailles, un nœud. Donc si je voulais écrire la mise en équation de ce circuit avec la loi des nœuds et la loi des mailles, ça serait relativement fastidieux. Le théorème de Millman me permet de l'écrire directement. Autre théorème utilisé aussi dans la modélisation des circuits électriques et qui permet de simplifier un certain nombre de mises en équation, le théorème dit de superposition. De son vrai nom, en fait, le théorème de superposition des états quasi-stationnaires. Donc ce théorème postule que des flux de sortie d'un système, en fait, sont la somme des effets des flux d'entrée.
Ceci est vrai dans le cas d'un système linéaire, ou en particulier dans un cas d'un système non linéaire dont on aurait linéarisé le fonctionnement autour d'un point de fonctionnement. Alors si par exemple je prends un circuit électrique comme celui-ci, donc on remarque un certain nombre de composants, ici que des résistances puisque je me place dans un cas d'un système linéaire, une source de tension, une source de courant, et ce qui m'intéresse, eh bien ça va être de calculer, enfin d'estimer, de calculer l'influence de ces deux générateurs, eh bien sur, mettons, la charge R qui se situe ici. Donc là, je vais utiliser le théorème de superposition, c'est-à-dire qu'en fait, je vais annihiler alternativement l'un et l'autre générateur et calculer donc l'effet du générateur sur la sortie et faire la somme de ces deux effets. Alors pour mettre en place le théorème de superposition, eh bien, nous allons annihiler l'un des deux générateurs de notre montage. On va commencer par exemple par annihiler la source de courant, donc on va la remplacer par un circuit ouvert, puisque dans un circuit ouvert ne circule aucun courant. Donc la tension V qui nous intéresse là est uniquement due à l'influence du générateur de tension, et pour calculer cette tension V, eh bien, on peut remarquer que on a une structure de diviseur de tension entre la résistance R ici et cet ensemble résistif ici. Alors cet ensemble résistif, il est composé de quoi? Eh bien de deux résistances ou de deux branches particulières. Une branche où j'ai une résistance R ici, entre ces deux points, sur lequel aux bandes de laquelle j'ai la tension V, et une autre branche qui est constituée de ces deux résistances, qui sont en fait bien deux résistances placées en série, puisque dans cette partie-là du circuit, il n'y a pas de courant. Donc du coup, ici, j'ai un diviseur de tension entre cette résistance R placée en parallèle avec ces deux résistances en série et donc la résistance R1. Donc j'applique directement la formule du diviseur de tension, ce qui me donne donc R en parallèle avec R2 plus R0, donc cet ensemble résistif ici, divisé par cet ensemble résistif ici, plus la résistance R1, c'est la formule du diviseur de tension. Et donc la tension V que je cherche, eh bien, elle est due pour E0 à cette quantité-là. Mais j'ai un deuxième générateur. Ce deuxième générateur est un générateur de courant, donc il faut que je prenne en compte l'influence. Pour prendre en compte l'influence de ce générateur de courant, eh bien, je vais annihiler le générateur de tension. Et je vais donc le remplacer cette fois par un court-circuit, parce qu'au bord d'un court-circuit, la tension est nulle. Alors la tension V qui m'intéresse toujours, pour la calculer, c'est un tout petit peu plus compliqué là, mais c'est pareil, je peux essayer de raisonner sur ce circuit et essayer de déterminer des formes que je connais. Les formes que je connais, c'est bien là, j'ai une résistance en parallèle avec un ensemble de résistances ici, donc j'ai une structure de diviseur de courant entre donc cet ensemble de résistances, cet ensemble de résistances qui était la résistance R2 placée en série avec ces deux résistances placées en parallèle. Et ça me permet de calculer facilement la valeur du courant I2 en fonction du courant I0, en appliquant la formule du diviseur de courant. Après, pour calculer la tension V ici, c'est un peu plus compliqué puisque cette fois, je n'ai pas accès directement au courant I qui circule dans cette branche, mais ici, en appliquant la loi des nœuds, je peux rapidement calculer la valeur de I en fonction de I2 et donc obtenir le résultat suivant. V0 est égal donc à R en parallèle avec R1 fois I0, et puis donc ça c'est la valeur, la formule issue du diviseur de courant. Donc tout ça c'est donc l'influence du générateur de courant sur la tension V, et donc comme j'ai un système qui est linéaire, et j'applique le théorème de superposition, je peux donc rajouter ce terme ici, qui est l'influence de I0. Et donc j'ai calculé la totalité ici assez rapidement, sans écrire trop de lignes d'équation, et en jouant avec les modes des diviseurs de tension et diviseurs de courant, et bien à écrire rapidement la tension V en fonction de mes deux générateurs, E0 et I0. Voilà une application du théorème de superposition.
deux théorèmes absolument fondamentaux pour l'étude des circuits électriques, les théorèmes dits de Thevenin et le théorème équivalent dit de Norton. Pour le théorème de Thevenin, un système électrique linéaire, vu de deux points, eh bien, peut être équivalent à un générateur de tension parfait en série avec une résistance dite résistance interne. Ça veut dire que pour un système électrique, je considère deux points arbitraires, et donc je vais pouvoir le modéliser sous cette forme-là, sous la forme d'un générateur avec sa résistance interne. Donc ça c'est très intéressant parce que ça permet de découper des circuits électriques un peu compliqués en tranches et de modéliser chacune de ces tranches par un générateur et sa résistance interne. Deuxième point, pour déterminer ceci, on peut le faire soit par calcul. À ce moment-là, on va utiliser les méthodes de calcul qu'on a utilisées précédemment. Soit on peut le faire par mesure, c'est-à-dire qu'en fait on observe en termes d'équivalence que eh bien, la tension V est égale à la tension E0 quand le courant est nul. Donc en fait on mesure la tension à vide et ça nous permet de déterminer eh bien, la tension E0. Et puis on peut calculer ou mesurer ou mettre en place un système de mesure, par exemple en utilisant un pont, en utilisant par exemple un pont ou en utilisant par exemple un diviseur de tension, et bien trouver la valeur équivalente de la résistance interne. Donc c'est un théorème assez simple à mettre en œuvre. Alors comme il y a un théorème de Thevenin, il y a aussi un théorème de Norton, puisque en fait le théorème de Thevenin s'intéresse à la modélisation sous la forme d'un générateur de tension, mais le générateur de tension est équivalent au générateur de courant, et donc de même, eh bien, un système électrique linéaire vu de deux points, c'est équivalent à un générateur de courant parfait, en parallèle cette fois bien évidemment parce qu'on est dans le cas d'un générateur de courant avec une résistance interne. Alors le courant ici qui est fourni, le courant I0 qui est fourni, est le courant dit de court-circuit. C'est-à-dire que pour mesurer par exemple le courant I0 sur un système électrique quelconque, eh bien je vais court-circuiter sa sortie et mesurer ce courant-là. On imagine bien que dans certains cas, ce n'est pas tout à fait possible. Donc ce théorème de Norton est plus difficile à mettre en œuvre d'un point de vue expérimental que le théorème de Thevenin. En revanche, au niveau du calcul, eh bien, c'est à peu près la même chose, puisque en fonction d'un système électrique, eh bien, je peux faire un court-circuit virtuel et calculer le courant de court-circuit. Donc ces deux théorèmes Thevenin-Norton sont absolument fondamentaux parce qu'ils permettent l'analyse de circuits et ils permettent aussi de modéliser des systèmes électriques, et dans beaucoup de cas, eh bien, on utilisera cette modélisation pour mettre en œuvre eh bien, un certain nombre de circuits, en particulier en électronique, un ampli hop ou un transistor. À retenir de ce chapitre sur la modélisation des circuits électriques, eh bien que la résistance équivalente de résistance montée en série est égale à la somme des résistances, et des résistances montées en série sont identifiées par le fait que le courant qui les traverse est le même. Dans le cadre d'une résistance en parallèle, on va plutôt là avoir la somme des admittances, c'est-à-dire que l'admittance équivalente est égale à la somme des admittances, l'admittance étant l'inverse de la résistance. Un circuit électrique est composé de mailles et de nœuds, et donc on va avoir des lois dites de la loi des mailles et la loi des nœuds, qu'on appelle aussi loi de Kirchhoff. Pour la loi des mailles, la somme des tensions le long d'une maille est nulle. Pour la loi des nœuds, la somme des courants qui arrivent et qui repartent d'un nœud est nulle. Trois montages sont absolument fondamentaux: le montage diviseur de tension, le montage diviseur de courant et le montage en pont. On passe maintenant au théorème. Le premier théorème intéressant est le théorème de Millman, qui nous dit que le potentiel d'un nœud qui va réunir plusieurs branches constituées de résistance est égal à la somme des potentiels divisé par la résistance de chacune des branches, et le tout divisé par la somme de l'inverse des résistances, le théorème de Millman. Autre théorème important, le théorème dit de superposition des états quasi-stationnaires, qui, dans le cas de systèmes linéaires,
postule que les flux de sortie d'un système linéaire sont la somme des flux de l'entrée. Et les derniers théorèmes, le théorème de Thevenin et le théorème de Norton, qui nous dit qu'un système électrique linéaire vu de 2 points est équivalent soit à un générateur de tension, soit à un générateur de courant. Ceci termine donc ce 4e chapitre sur les circuits électriques, sur les systèmes électriques, consacré donc aux circuits électriques. Nous allons abandonner dans le 5e chapitre ces mêmes circuits, mais cette fois sous l'angle de régime variable, et donc voir l'influence de régime variable, et en particulier en introduisant des composants comme les composants réactifs. Je vous remercie.